Je pense que j'ai du mal à démarrer. Oui, Alors, je vois qu'il n'y a personne qui est rentré, ouais, mais alors ce que je veux faire, je vais te mettre en ouais, nommé animateur et tu vas essayer de démarrer. Il y aura le bouton en haut, d'accord? Ça nous est arrivé déjà like. une fois. Ouais, je clique dessus. Ça me dit qu'il est démarré. Voilà, les gens rentrent. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur les éclairages de l'IA. Je suis Philippe Exorec du pôle Minalogique et on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Faisal Rezgui de la société Synapse Bonjour, bonjour à tous. euh, qui va nous parler des usages de la data science et de l'IA au service de l'environnement. On va laisser Faisal parler pour 20-30 minutes et je vous invite à poser vos questions dans l'espace prévu à cet effet dans Zoom. Et puis on prendra les questions à la fin de sa présentation et on aura une demi-heure d'échange à l'issue de cette présentation. Faisal, je te laisse la parole et je te souhaite un bon webinaire. Merci Philippe. Un bonjour à tous. Tout d'abord, je vais me présenter. Donc, je suis Faisal Rezgui, le cofondateur de Synapse. Au sein de Synapse, nous, notre rôle, c'est de rendre accessible l'intelligence artificielle à toute PME et ETI. Nous travaillons principalement sur des projets à impact positif autour de trois grands piliers qui est l'impact environnemental, l'impact sociétal et sur l'émancipation des individus. Et donc, en fait, nous faisons en fait une passerelle entre la technologie et la science de l'IA et des métiers très traditionnels de différentes PME et ETI. Alors, tout d'abord, le Synapse, je l'ai cofondé avec Colin Bernet, qui est mon associé, qui est chercheur au CNRS, physicien des particules, expert en IA. C'était notamment l'ancien directeur scientifique de la découverte du boson de Higgs. Aujourd'hui, alors, on était deux il y a un peu plus de 3 ans d'existence. Moi-même, je suis ingénieur industriel. J'ai 20 ans d'années d'expérience dans l'industrie automobile. Je suis black belt en lean management et notamment, j'étais directeur innovation, directeur achat, directeur de business unit. Donc, j'ai une très bonne vision transversale des différents métiers de l'innovation dans l'industrie. Donc, on était deux il y a 3 ans avec Colin. Aujourd'hui, alors la photo date d'il y a 3 mois, mais elle est plus à jour. Aujourd'hui, on est 14 et à la fin de l'année, on sera 18. Alors, on a une singularité dans l'équipe Synapse, c'est que 50% de nos effectifs, ce sont des chercheurs data IA de haut niveau. Donc, en fait, on a trois expertises. La recherche assez poussée et la connaissance des algorithmes IA, une expertise en management de l'innovation et une troisième expertise qui sont des expertises métiers industriels. Alors, grâce à cette approche, en fait, notre objectif, c'est d'accompagner les entreprises, les PME et les ETI, dans cette révolution qui est en cours. Souvent, on rencontre des dirigeants d'entreprise qui nous disent, oui, l'IA, c'est l'avenir, c'est le futur. Bah non, pas du tout. L'IA, c'est déjà aujourd'hui. L'IA est implantée, on l'utilise tous les jours, on s'en rend même plus compte. Mais malheureusement, ces IA sont souvent portées par des GAFAM ou des très grands groupes, mais elles ne sont pas utilisées en tant que telles comme un outil réel d'accélération et de création de valeur pour les PME et les ETI. Alors tout d'abord, moi j'aime bien cette expression pas de bras, pas de chocolat. Eh ben, c'est pareil pour l'IA, hein, pas de data, pas d'IA. Donc avant même de parler d'IA et d'environnement, parlons de la donnée. Aujourd'hui, en fait, la majorité des entreprises s'arrêtent aux données internes structurées, hein, la partie gauche que vous voyez en jaune, et parce qu'aujourd'hui, elles sont plutôt orientées sur des ERP ou des systèmes assez simples de gestion des données. Or, la collecte des données aujourd'hui dans les entreprises est beaucoup plus large. On a des données non structurées, des photos, des vidéos, de l'audio. On a aussi des données externes à l'entreprise qui peuvent enrichir les informations internes et créer de nouvelles valeurs.
Selon une étude IBM, il n'y a que 5% de ces données qui sont réellement exploitées par les entreprises. Aujourd'hui, les technologies de l'IA permettent d'exploiter toutes ces données. Hein, on est sorti des laboratoires, on a des solutions qui sont très opérationnelles et industrialisables. Alors, rapidement, parce que je sais que parmi vous, je suppose que vous savez, certains d'entre vous sont experts en IA, d'autres moins, donc je passe quand même rapidement sur cette partie-là. On parle d'intelligence artificielle et on parle d'environnement. Bah, qu'est-ce que l'IA? Bah, pour définir ce que c'est l'IA, je vais déjà définir ce que ce n'est pas. Donc l'IA, c'est pas un algorithme qui a de l'émotion, qui peut être triste, comme la réalité Wall-E, qui est un très beau film, hein, mais c'est de la science-fiction, c'est pas de l'IA. C'est pas non plus HAL 9000 qui reprend le contrôle du vaisseau spatial sur l'humain et qui ne laisse plus sortir l'équipage, qui est imprévisible et incontrôlable. Non, ça c'est de la science-fiction aussi. D'accord? Donc l'IA, qu'est-ce que c'est? Alors de façon très schématique et rapide, parce que dans le temps voulu, je ne pourrais pas vous parler d'algorithmes et, voilà, et des réseaux de neurones convolutionnels, bien sûr. En gros, on peut imaginer c'est une boîte sur lequel on va faire de l'apprentissage. On va, par exemple, avoir une multitude de photos de chats de différentes couleurs, positions, et on va apprendre à l'IA que c'est un chat. Ensuite, on va lui apprendre, avec une multitude de photos de chiens, que c'est un chien. Et grâce à ça, en fait, à chaque fois qu'on va lui retransmettre une photo de chat ou de chien, même des photos qu'il n'a pas lui-même, qui n'a pas servi à son apprentissage, il va pouvoir reconnaître, avec un seuil de reconnaissance de 99-98%, que c'est un chat ou un chien. Mais dans certains cas, le pauvre Yorkshire, qui est entre le chien et le chat, il peut être plus ou moins bien reconnu. Et là, on a une reconnaissance à 55% qui est moindre. Alors, on pourrait se dire, ah ouais, mais là, l'IA, il n'est pas efficace et autres. Mais non, c'est une réelle opportunité. Parce que quand on maîtrise bien ces algorithmes, d'où la bonne connaissance d'expertise IA nécessaire pour déployer des projets, eh bien, ça devient une opportunité. On se dit, ah bah tiens, on voit que le système est moins performant pour des Yorkshire. Dans ce cas, je vais reprendre une multitude de photos de Yorkshire et je vais lui dire, ça, c'est un chien. Et la prochaine fois, il sera plus performant. D'accord? Donc, c'est de façon très schématique pour ceux qui connaissent moins l'IA et le machine learning. Mais en gros, voilà, si on devait schématiser rapidement. Alors, aussi, on peut se dire, on compare souvent l'IA à l'humain. Alors l'IA, c'est 100 millions de neurones, simple, ça sait prendre des décisions très verticales. En fait, ça va s'arrêter à ce qu'on lui a appris. On l'a vu, hein, les chats, les chiens tout à l'heure. Si je lui envoie une photo d'éléphant, il va être complètement perdu. Donc c'est très vertical, mais c'est très rapide et ça permet aussi de gérer des données massives. Le cerveau humain, lui, c'est beaucoup plus de neurones, bien plus complexes, avec de la réflexion, de la conscience, de la créativité, de l'émotion. Il va pouvoir aussi, le cerveau humain, s'adapter à des circonstances qu'il n'a pas connues avant en faisant des rapprochements, ce qu'une IA aura beaucoup plus de mal. D'accord? Donc, il faut savoir faire la différence entre les deux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé des 60 dernières secondes de ce que je viens de dire? Eh bien, il s'est passé tout ça sur Internet. En gros, il y a eu 1,6 million de ventes en ligne sur Amazon. Pour les amoureux, il y a eu 2 millions de reconnaissances sur Tinder, enfin de matchs, et j'en passe. Donc en fait, la donnée, elle circule en continu. Tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais plus que ça, c'est que la donnée, en fait, elle fait qu'augmenter exponentiellement. Alors, j'ai appris, moi, une nouvelle unité qui était la zeta-octet. Hein. J'ai appris ça il y a récemment. Donc, c'est 10 puissance 22 octets. On est en train de parler de zeta-octet de données. Et on voit que cette croissance d'évolution des données numériques va être exponentielle. Elle commence déjà et ça va encore continuer. Alors, on pourrait se dire, eh ben, dis donc, quel est l'impact environnemental de l'évolution de toutes ces données, du numérique, de l'IA, des algorithmes, des calculs? On peut vraiment se poser cette question-là. Alors, tout d'abord, selon la source ADEME, l'analyse de l'étude ADEME, l'impact environnemental du numérique aujourd'hui, si on parle de la France par exemple, hein, ça représente 2,5% de l'impact carbone actuellement le numérique. Et le numérique représente 10% de la consommation. Alors quand on parle de numérique, hein, c'est pas que de l'IA, on parle en général, hein, les serveurs de données, tout ce qui est consommation des terminaux, c'est de façon très générale. D'accord? Cependant, si on parle d'empreinte carbone, de façon globale, en fait, 78% de l'empreinte carbone, c'est la phase de fabrication qui impacte le plus l'empreinte carbone par rapport à la consommation. En gros, ici, on a la répartition de l'impact carbone du numérique. On est, arrondissons, hein, on est à 75%
dans la phase de fabrication de l'objet, hein, on est autour de 15% sur les data centers et 10% sur les réseaux. D'accord? Donc on se rend compte que l'impact carbone, le plus important, c'est la fabrication, la conception des éléments. Alors, prenons un exemple très clair. Le téléphone que vous avez là dans votre main ou dans votre poche ou sur votre table actuellement, il a déjà fait plusieurs fois le tour du monde. Pour concevoir votre téléphone, votre smartphone, il y a eu une conception, bon, malheureusement, très souvent aux États-Unis, un peu moins en Europe. Ensuite, il a fallu extraire des matières premières en Asie du Sud-Est, en Australie, en Afrique. Ensuite, ces matières premières ont été envoyées en Asie, aux États-Unis, en Europe pour construire certains composants. Ensuite, il y a d'autres composants qui ont été envoyés en Asie, et j'en passe, et ça retourne. Et là, il y a eu, votre téléphone a fait plusieurs fois le tour du monde. Donc, vous comprenez que pour extraire tous ces minéraux, ces matières premières, ces matières rares, plus tous ces voyages, l'impact au carbone que représente le terminal avant même qu'on l'ait utilisé. Donc ça, c'est l'impact carbone maximum. Alors maintenant, on peut se dire, bah, OK, l'IA, quel est l'impact de l'IA sur tout ça? Déjà, l'avantage de l'IA, c'est que c'est très facilement mesurable. La consommation directe énergétique de l'IA est très facilement mesurable. En gros, c'est consommation de CPU, donc processeur, consommation de GPU, carte graphique, consommation dans la RAM. Voilà, donc c'est très simple à mesurer. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a plusieurs outils qui permettent de se greffer dans des data centers et d'avoir ces indicateurs de suivi dans le temps, d'évolution. Ça, c'est très simple. Mais finalement, j'aurais pu orienter cette présentation uniquement sur ce point-là, mais ça serait avoir une vision limitée et biaisée de la situation. En fait, prenons du recul. Ce qui est important, ce n'est pas la consommation directe, c'est l'impact net d'un projet autour de l'IA. C'est le coût environnemental positif ou négatif par rapport au coût énergétique du numérique. Et c'est ça qu'il faut regarder, c'est le bilan net, ce n'est pas la consommation directe. Et je vais vous donner quelques exemples pour illustrer ces propos. Premièrement, prenons des indicateurs, on va dire, qui sont universels aujourd'hui, qui sont les grands objectifs de développement durable, les ODD. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, portés par l'ONU. On a 17 objectifs de développement durable. Chacun représente les grandes actions pour notre planète Terre, des actions qui permettraient de vivre plus sereinement au niveau social, égalitaire et environnemental. Prenons ces objectifs. Je vais vous présenter 3 projets en IA qui répondent à certains de ces objectifs. D'ailleurs, une étude qui a été faite par l'Impact AI qui montre que l'IA aujourd'hui, et elle évolue encore fortement, répond à 8 objectifs que vous pouvez voir ici, hein, santé, bien-être, eau propre et assainissement, énergie propre et coût abordable, ville et consommation et communauté durable, consommation et production responsable, mesures relatives à la lutte contre les réchauffements climatiques, vie aquatique, vie terrestre. Je pense que dans votre tête, vous avez déjà des idées de cas d'usage ou des relations possibles. Moi, je vais vous illustrer avec 3 projets opérationnels sur lesquels, en tout cas en sein de Synapse, nous avons eu l'occasion de déployer. Le premier, c'est un projet qui répond à 2 objectifs des ODD. Mesures relatives contre le changement climatique et protection de la vie aquatique, la vie maritime. En fait, le projet a été mené pour un industriel dont le métier est de fabriquer des capteurs très sensibles qui équipent des hélicoptères et des avions à partir d'une flotte et qui permet de détecter des bateaux en mer et qui dégazent leurs hydrocarbures en mer. Donc il faut imaginer hein, une centaine d'hélicoptères, une trentaine d'avions équipés de ces capteurs très particuliers et qui vont tourner et essayer d'identifier ces bateaux qui malheureusement quotidiennement dégazent leurs hydrocarbures en mer. Nous avons fait une étude pour eux et l'objectif était en fait de pouvoir optimiser ces capteurs, notamment avec des algorithmes pour avoir une précision de détection et ainsi de suite. En fait, nous, dans l'approche que nous avons, en fait, on n'est pas là pour pousser de l'IA pour l'IA, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui compte, c'est le cas d'usage et l'impact final de l'IA. Donc, en faisant cette étude, en fait, on a vu les possibilités. On pouvait gagner 20-30% d'amélioration du capteur. Mais on a dit à la direction de cette entreprise que ce n'était pas ça le projet. Leur projet, c'était plus ça. On leur a fait une autre proposition, c'est se dire, en fait, on peut analyser des images satellites de très haute résolution, et grâce à ces images satellites, on peut détecter automatiquement des bateaux en mer,
et détecter des bateaux qui dégazent leurs hydrocarbures en mer avec des algorithmes IA. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vous laisse imaginer la réduction carbone de toute la flotte d'avions et d'hélicoptères qui tournent 24 heures sur 24, enfin pas 24 heures sur 24, ce qui ne tournait pas trop la nuit, et une augmentation de la performance de détection. Donc, on a moins 70% d'impact carbone sur l'identification et une augmentation de la performance. Et en fait, je vous laisse imaginer le dirigeant. On lui dit, bah non, on a une autre proposition à vous faire qui finalement va changer votre business model, mais je vous laisse imaginer. Bon, il a fallu 4 jours, il n'a pas dormi pendant 4 jours, et au bout du 5e jour, il a dit, bah oui, mais c'est ça mon projet, et c'est comme ça qu'on va avancer. Donc, ce projet a été lancé, et aujourd'hui, il y a des notions de confidentialité autour sur lesquelles il y a des choses que je ne peux pas dire. Mais en tout cas, cette entreprise se porte très, très bien. Deuxième projet. Cette fois-ci, on est sur un projet qui répond à 2 autres ODD des développements durables. Ville et communauté durables et protection de la vie terrestre. Et vie animale. Dans vie terrestre, il y a la vie animale dedans. Projet Biophonia. Cette fois-ci, nous travaillons avec une start-up qui a pour objectif grâce à la bioacoustique, de protéger la faune, excusez-moi, je cherche les mots, les oiseaux, en fait, voilà, on va dire les oiseaux, grâce à un système de reconnaissance du son des oiseaux. Donc là, en fait, on a déployé une plateforme qui permet, avec une IA, de remonter des données de bioacoustique. Donc, en fait, c'est des téraoctets de bandes sonores d'oiseaux. Et on vient reconnaître l'espèce d'oiseau, le groupe d'espèces d'oiseaux et leur migration dans le temps pour la protection de la biodiversité animale. Alors, j'ai un petit exercice pour certains d'entre vous. Je vous laisse mettre vos réponses. Mais d'après vous, ce chant d'oiseau, c'est quel oiseau? Ah, c'est toujours agréable, ces chants d'oiseaux, ça apaise. Bon, je dois quand même l'arrêter parce qu'on a une conférence quand même à finir. Alors, déjà, peut-être que certains. Alors, moi, je ne vais pas voir vos réponses là en live, mais je les découvrirai tout à l'heure parce que j'ai le plein écran. Euh, comment on détecte ces sons en fait? On vient les transformer en spectrographe et on vient faire une analyse d'image. Ça marche très, très bien. Et donc, on a une IA qui tourne. Alors, pour ceux qui l'ont peut-être découvert, en fait, c'est un merle noir. Voilà. Donc, nous, nos IA permettent de détecter à partir de ces sons des oiseaux l'oiseau en lui-même, même les groupes d'espèces d'oiseaux. Et en fait, on a aussi des métadonnées qui permettent, après, avec des analyses d'IA, de pouvoir faire des analyses de migration, de projection et même parfois de prédiction d'orientation d'oiseaux. Et grâce à ça, identifier notamment des anomalies pour anticiper des problématiques ou des conséquences environnementales qui peuvent être assez importantes. Donc là, comment arriver à ça? Eh bien, il faut avoir plusieurs expertises, pas que les algorithmes. Il faut savoir déployer une plateforme cloud, remonter de la donnée. Et là, tout de suite, on peut se dire, ah ouais, mais encore, c'est parti pour la consommation environnementale. Oui, mais il y a différentes stratégies pour bien faire les choses. Premièrement, par exemple, je ne vais pas rentrer trop dans la technique, bien sûr, mais on a des clouds serverless. C'est-à-dire qu'en fait, on a des serveurs qui s'éteignent tout seuls quand on n'a pas besoin d'utiliser. Ça fait économiser énormément d'énergie. Ensuite, il y a différents types d'IA. Il y a des IA qui peuvent être plus frugales que d'autres, et en fait, il y a des analyses comparatives de consommation qui sont faites. Et il faut gérer la donnée de façon intelligente. On a besoin parfois de données immédiates qu'on va traiter régulièrement. Oui, il faut les mettre à disposition dans des serveurs avec des accès rapides. Mais une fois, pour de l'entraînement, un peu plus de masse, une fois qu'on n'a plus besoin de cette donnée, on les met dans des stockages, on appelle ça des glaciers. Donc en fait, c'est des stockages sur lesquels on aura un accès plus lent de la donnée, mais au moins elle est stockée dans des systèmes qui est moins consommateurs, aussi bien en matériel qu'en énergie. Troisième projet. Cette fois-ci, on répond à 3 axes des ODD. L'industrie, innovation, infrastructure, la consommation et production responsable, et la mesure relative de la lutte contre les changements climatiques. Alors ce projet, en fait, c'est pour éviter ça. Un projet IA, pour éviter ce que vous voyez ici. En gros, ça concerne les cartes électroniques industrielles qu'on retrouve dans les lignes de production. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un industriel, quand il change ses lignes de production, quand il change son catalogue produit, en fait, il va démanteler toute sa ligne de production. Comme vous pouvez voir ici, ça c'est une ligne de production voilà, qu'on peut trouver chez les industriels. Et ici, vous voyez, vous avez des pupitres de commande où il y a des cartes électroniques de commande, de puissance, ainsi de suite. Tout ça, c'est démantelé et c'est mis à la benne.
Donc, alors que ces cartes sont encore utilisables une dizaine d'années sans problème. Donc, nous, on a travaillé avec une entreprise qui s'appelle REI Industrie, pour lequel on a fait un diagnostic data IA, parce que nous, on est référent BPI France comme acteur clé de l'IA pour la France. Donc, on a fait cette phase de diagnostic data IA et on a fait émerger une opportunité que lui n'avait pas vue, n'avait pas forcément identifiée. Une opportunité qui est partie d'une analyse qu'on a faite, c'est que quand ils récupèrent une carte électronique, leur métier, c'est de récupérer des cartes électroniques avant qu'elles soient jetées à la benne et ensuite les identifier pour pouvoir le vendre à d'autres industriels qui en ont besoin. On est vraiment sur de l'économie circulaire. En fait, quand on a fait notre diagnostic au travers de cette PME, on s'est rendu compte que quand une carte rentrait, il y avait besoin d'un technicien expert, environ en moyenne 30 minutes. Il allait sur Google, allait récupérer la référence de la carte, parfois c'est 30 digits, taper à la main, des itérations, trouver les suffixes du digit, et ensuite aller chercher les fiches techniques, les fiches de sécurité, faire des allers-retours. C'était un véritable goulet d'étranglement. Cette entreprise était très locale, avait du mal à se déployer. Et nous, en fait, on a identifié une opportunité que l'IA pouvait apporter pour accélérer l'économie circulaire et favoriser ce projet. En fait, on a déployé une application qui, en prenant juste une photo, permet de reconnaître la marque, le modèle. Il y a des robots qui vont sur Internet, vont récupérer toutes les informations techniques nécessaires, et en moins de 5 secondes, c'est revendu en ligne à d'autres industriels qui en ont besoin. Ce projet a complètement transformé notamment cette entreprise qui est dans l'économie circulaire, car grâce à ça, elle peut dupliquer son modèle cette fois-ci au niveau du territoire. Donc là, par exemple, elle est implantée dans l'Ain. Là, il y a un nouveau site qui va se mettre en place dans le nord de la France, autour de Béthune. Il y a d'autres projets potentiels au niveau national. Et il y a des relations actuellement avec le Québec pour une implantation en Amérique du Nord. Donc en fait, on vient favoriser le réemploi de cartes électroniques. On vient favoriser l'économie circulaire grâce à des technologies d'IA parce qu'on a bien pensé le cas d'usage en amont. Et si vous vous souvenez bien de ce que j'ai dit tout à l'heure, le plus gros impact environnemental du numérique, c'est le matériel. Et là, on vient toucher les 70-80% d'impact carbone qui représente le plus, hein, donc, qui est la construction du matériel. Donc, à chaque fois qu'on vient réemployer du matériel, on vient favoriser fortement la réduction d'impact carbone. Donc, je vais aller un peu plus vite. Cette entreprise, maintenant, peut dupliquer son modèle. Ils ont un outil de gestion de données internes qui permet de gérer tout leur flux. Il y a une marketplace qui va s'ouvrir. Et très certainement, cette solution va être déployée dans d'autres secteurs de l'économie circulaire pour favoriser le réemploi et éviter l'enfouissement de tous ces matériaux. Donc, comme vous avez pu le voir, en pensant en amont cas d'usage et pas en pensant technologie, en fait, on peut avoir un impact très fort environnemental. On peut avoir un impact environnemental positif parce que la consommation énergétique de l'IA est inférieure à la conséquence globale, nette, que va apporter ce projet. Ce qui est important, c'est vraiment se concentrer sur le cas d'usage et avoir une vision globale avant de foncer tout de suite dans une direction technologique. C'est le cas pour la détection et la protection maritime pour éviter les pollutions d'hydrocarbures maritimes. C'est le cas pour le projet de protection environnementale voilà, pour la protection de la biodiversité animale. C'est le cas pour l'économie circulaire et éviter les déchets industriels pour lesquels aujourd'hui, il n'existe pas de filière de recyclabilité. Donc, ce qu'il faut comprendre, il faut, c'est une question d'intention. Quelle intention nous avons? L'IA est une technologie comme une autre. Oui, c'est une technologie puissante. Oui, elle permet de résoudre des problèmes qu'on n'a pas pu résoudre avant. Eh bien, tant mieux. Attaquons les bons problèmes, la bonne manière, avec la bonne intention, et on peut avoir un impact positif très fort. Nous, on est convaincus que l'IA menée avec ce cas de conscience et cette approche permettra de résoudre fortement des gros problèmes environnementaux sur lesquels nous sommes aujourd'hui confrontés, qu'on n'a pas pu résoudre avant. Mais ne confondons pas technologie et conscience. Hein. On dit qu'il ne peut pas y avoir de science sans conscience. Et travailler ces cas d'usage en amont, ce sont des éléments qui sont indispensables pour pouvoir avoir de l'impact fort environnemental. Ce qui est très important dans des projets comme cela, c'est rendre ces projets viables, utilisables, industrialisables. Je pointe ce sujet-là parce qu'on parle d'IA et environnement. Si on veut avoir un impact environnemental avec de l'IA, il faut que ces projets ne soient pas que des prototypes dans un Jupyter Notebook, d'un ordinateur, d'un data scientist, et puis qu'ils ne soient pas industrialisables. Ça serait dommage, de toute façon, il n'y aurait pas d'impact.
Donc, ce qui est très important, c'est mener un projet avec toutes les compétences nécessaires. Il y a besoin de 5 compétences pour lancer un projet IA, hein. Un data scientist tout seul ne sait pas lancer un projet IA. Ça, c'est certain, ça ne marche pas. D'ailleurs, on récupère beaucoup de projets de clients, d'entreprises qui disent: Ah, je vais lancer l'IA, j'ai pris un data scientist. Non, ça marche pas. C'est nécessaire, c'est indispensable, mais c'est pas suffisant. Donc, il faut avoir cette vision de comment industrialiser un projet IA, déjà de l'identification du projet qui a de la valeur ajoutée avec de la conscience, comme j'ai expliqué en amont. Ensuite, nous, on fait une phase de diagnostic qui permet de faire émerger ces projets et notamment de dérisquer et d'identifier les faisabilités. Ensuite, une phase de prototypage sur laquelle on intègre tout de suite directement la phase d'industrialisation pour se donner toutes les conditions de réussite pour la phase d'industrialisation qui suit derrière. Et ça demande voilà, des compétences en architecture cloud, en DevOps, en data management, en stratégie et connaissances métiers, en data scientist, en algorithmie. C'est ça qui fait qu'un projet aboutit. Donc c'est très important de prendre en conscience que pour avoir un impact environnemental, il faut aussi avoir des projets qui réussissent et qui fonctionnent au quotidien. Sinon, malheureusement, bah, ça finit dans un tiroir qui prend la poussière. Et malheureusement, il y a eu beaucoup de POC, de POC de chez POC et des POC qui restent des POC. Et ça, c'est très dommage. Donc voilà, donc je vais m'arrêter. On est dans les 30 minutes de présentation. Donc je suis dans les temps. Donc je vous remercie pour votre attention et avec plaisir pour répondre à vos questions. Euh, et voilà, je suis à votre écoute pour vous répondre à vos questions. Merci beaucoup, Faisal, pour la présentation. C'était très, très intéressant. Il y a une première question qui vient d'arriver. Donc, est-ce que Synapse va jusqu'à proposer d'abandonner des idées de déploiement d'IA? Ah, c'est une très bonne question. Donc, c'est Denis, je crois. Alors oui. Et en fait, grâce à cette phase de diagnostic en amont, en fait, on dérisque très, très en amont les projets. Et donc, il est déjà arrivé, c'est vrai. Des clients où on fait le diagnostic, et puis le client a des idées vraiment en tête, voilà, assez poussées. Et puis, on fait le diagnostic, et puis le client veut absolument lancer d'autres projets qui, pour nous, n'ont pas de valeur, qui, pour nous, ne respectent pas. Alors, j'en ai pas parlé, mais au sein de Synapse, on a rédigé une charte éthique avec toute l'équipe. Donc, il y a des secteurs sur lesquels nous n'allons pas. Donc, par exemple, il y a des projets qu'on a refusés parce que c'était des secteurs qui n'étaient pas dans notre charte éthique. Et d'autres projets parce que le projet en lui-même était beaucoup, beaucoup trop en désaccord avec nos valeurs, notre vision de la vie d'aujourd'hui et de demain. Et je dirais, je parle de valeurs. Alors, chacun a ses valeurs, il n'y a aucune opinion dessus. Mais c'est plus que les valeurs. C'est que finalement, les entreprises qui ne respecteront pas cet alignement environnemental, sociétal, ce sont les entreprises qui n'existeront plus demain. Donc finalement, il y a aussi une vision business pour nos clients à prendre en compte. Donc il y a des entreprises, il y a des entrepreneurs des dirigeants qui n'ont pas compris, qui n'ont pas voulu écouter, et pour lesquels on a des projets qu'on a refusés. Oui, on en a eu plusieurs. Merci. Une autre question qui pose la question justement de est-ce que Synapse intègre une phase de conduite du changement pour les personnes qui sont concernées par l'évolution de leur métier? Alors, c'est indispensable. Alors nous déjà, quand on fait le diagnostic data IA, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on définit avec les dirigeants un périmètre voilà, de diagnostic qui peut être un département, un service ou toute entreprise. Et ensuite, tout de suite, on leur dit, les personnes qu'on va interviewer, parce qu'on va faire des interviews d'une heure à peu près de différentes personnes, c'est pas que les managers, c'est les personnes qui ont les mains dedans. C'est ceux qui font. Donc parfois, c'est des opérateurs, des techniciens, des assistantes, parfois ça arrive. Et en fait, on les intègre dès le début dans le projet et on les écoute. Et on les écoute parce que, enfin, on se rend compte que, alors moi je suis issu de grands groupes, donc j'ai quand même vécu ça, c'est qu'il y a beaucoup en fait de mal-être dans les entreprises parce qu'il y a beaucoup de charges mentales inutiles, il y a beaucoup de tâches fatigantes, il y a beaucoup ouais, de stress parce qu'il faut corriger les erreurs de l'autre ou il faut attendre l'information de l'autre, tout ça. Et tout ça, ça pèse auprès des employés et des salariés. Donc premièrement, on les écoute pour identifier qu'est-ce qui leur pèse. Ensuite, on fait en sorte de les écouter, de faire remonter ces projets pour pouvoir faire avancer voilà, des projets qui leur sont utiles pour eux, mais aussi pour l'entreprise. Et dans certains cas, alors le projet ROI est un bel exemple, je vous ai montré tout à l'heure, euh, la personne qui a défini les fonctionnalités du scan, c'était la technicienne qui utilise tous les jours le système encore aujourd'hui. Et en fait, c'est devenu son projet. Donc c'est elle-même qui a construit l'évolution de son métier et l'évolution dont elle allait euh, justement vivre par la suite. Donc c'est elle-même qui a été embarquée dans le projet. La réussite d'un projet IA, il est avant tout humain. La technologie, elle suit derrière.
Donc, c'est indispensable, l'humain est au centre. Et c'est ce qu'on insiste beaucoup avec les directions générales. Parfois, on leur dit même, c'est pas vous qui savez, c'est l'équipe, parce que c'est eux qui ont les mains dedans et c'est eux qui savent. Donc, on va les écouter. Et après, on croisera votre vision avec eux et là, on va trouver voilà, les bonnes directions. Donc, et l'humain, il faut savoir l'embarquer, l'écouter. Et en tout cas, dans les diags, on y arrive. Nous, ce qui nous inquiète, c'est que l'IA est une véritable révolution, hein, ça c'est clair, ça arrive fortement. Et il y a des dirigeants, des managers qui se rendent pas compte de ce qui est en train d'arriver. Et ils risquent d'avoir un bousculement de la façon de travailler dont beaucoup d'entreprises n'auront pas été préparées ou n'auront pas préparé leurs salariés. C'est plus, ouais, et ça, c'est une véritable inquiétude. Juste pour renforcer ce point-là, effectivement, c'est un constat qu'a fait le gouvernement et donc a lancé un programme en juin dernier qui est la suite de Data IA mentionné par Faisal qui s'appelle IA Booster. Donc Faisal, je ne sais pas si tu veux en parler ou Oui, si tu veux que j'en oui, parle, Philippe, mais oui, bien sûr. tu es Alors, bien placé aussi. tout à fait. Comme l'a expliqué Philippe, le gouvernement se rend compte qu'il y a une phase très stratégique pour la pérennité des entreprises qui est en cours. Et il ne faut pas qu'on rate le train de l'IA pour nos PME et nos ETI. Et pour favoriser, en fait, ils ont lancé, comme le disait Philippe tout à l'heure, un programme qui s'appelle IA Booster, qui est porté par BPI, qui permet, le diag dont je vous ai parlé tout à l'heure, est pris en charge à 80% par BPI France. C'est-à-dire que le reste à charge pour l'entreprise, elle est uniquement de 2600 euros. Donc je dirais que ce n'est même plus une question de coût. C'est une question de vision, de stratégie et de dirigeants d'entreprise et de managers. Donc c'est un peu une question de coût. Ensuite, il y a une deuxième phase de cette IA Booster. Le fait de faire ce diag, s'il devait y avoir une phase de POC derrière, il y a encore 30 000 euros de subvention qui se rajoutent automatiquement. Donc en fait, voilà, l'État a accéléré parce il risque d'avoir un décalage fort entre nos entreprises et nos PME et concurrentes des autres pays et des autres continents qui est en train de se creuser. Et donc aujourd'hui, il faut vraiment que les dirigeants se rendent compte voilà, de ce qui est en train d'arriver. Et ce sont de véritables opportunités, ce sont voilà, de véritables nouvelles opportunités pour nos PME de créer de la valeur différenciante sans aller chercher à tirer les prix à tout prix ou être dans une phase de concurrence totale. Et effectivement, et après on passera peut-être à un autre sujet, mais le constat du gouvernement, c'est de se dire une entreprise qui ne se pose pas la question de l'IA aujourd'hui va probablement se faire manger par sa concurrence et donc à terme se faire sortir du marché, d'où l'idée de ce programme qui est plutôt bien fait. Oui, La façon d'engager sur un programme comme ça, c'est de contacter une entreprise comme Synapse, par exemple. Il y en a quelques autres dans la région. De discuter avec des experts comme Fessal de comment monter ce projet-là, et puis de soumettre la demande de subvention à la BPI. Et oui, je ne me tout à fait. trompe pas forcément si je dis qu'il y a quand même une grande majorité des demandes qui passent, parce que, encore une fois, l'État veut favoriser la diffusion de l'IA au sein des PME traditionnelles. Tout à fait. En fait, les conditions, elles sont très très simples. Il faut que l'entreprise soit domiciliée en France, qu'elle ait un chiffre d'affaires supérieur à 250 000 euros, et puis qu'elle paye bien ses impôts et ses charges sociales. Voilà les seules conditions. Donc, et les réponses se font en 2 semaines, c'est très rapide. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois pas dans l'interface, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui arrivent. En attendant, Faisal, donc un des messages clés aujourd'hui, vous l'avez peut-être compris au travers du discours de Faisal, hein, c'est que l'IA, il ne faut pas nécessairement non plus en avoir peur. Ça reste un outil et c'est un formidable outil pour faire face au déluge de données. Non, ça ne va pas forcément remplacer tous nos jobs, ça va les transformer, mais ça va les rendre plus intéressants et ça va nous rendre plus efficaces. Euh, Peut-être, parce que effectivement, les journalistes écrivent beaucoup, beaucoup sur l'IA et souvent pas toujours des choses très. Voilà. Une des idées reçues, justement, dans le sujet environnement, c'est de dire que une grosse partie de la consommation énergétique qui passe dans le numérique en France aujourd'hui est liée à l'IA. Je ne sais pas si tu as un commentaire par rapport à ça. Alors, clairement, on peut dire que, on l'a vu de toute façon tout à l'heure, hein, c'est que 70% d'impact carbone, c'est le matériel, hein, c'est la production de devices, d'ordinateurs portables. Cependant, il reste bien sûr l'impact carbone de consommation énergétique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les algorithmes, alors prenons l'exemple par exemple des LLM, alors, qui est un sujet dont justement les grands médias de masse en parlent beaucoup, hein, les chats GPT et compagnie. En fait, un chat GPT utilise des LLM qui sont énergivores, hein, qui consomment énormément dans l'apprentissage. Cependant, en fait,
une fois qu'on a fait cet apprentissage massif qui consomme beaucoup, ça c'est certain, à chaque fois qu'on va faire une inférence, donc on fait notre prompt pour aller, on va dire, questionner cette IA, en fait, on vient réduire fortement cette consommation et on vient mutualiser plusieurs consommations de requêtes qui vient, on va dire, si on le ramène à la requête, diminuer fortement la consommation globale de l'algorithme au complet. Premier axe. Deuxième axe, les LLM, il y a différentes façons de lancer des LLM. Hier, j'étais dans une conférence, un club d'experts IA, on parlait des LLM RAG pour ceux qui sont un peu plus experts. Il y a des stratégies qui permettent d'avoir des LLM, des petits LLM très très performants, en fait des équivalents de ChatGPT, mais uniquement sur ces documents internes privés qui consomment très très peu, qui sont bien plus performants qu'un ChatGPT et qui sont déployables facilement sans forcément avoir beaucoup de données à digérer, tout ça. Donc, oui, l'IA rajoute de la consommation numérique, on ne peut pas le nier. Maintenant, on revient toujours à la même chose. Quel est le cas d'usage? Quel est le projet qui est en face? Quel est le net projet? On revient toujours au même sujet. Donc, si on fait de l'IA fantasy pour avoir des jeux fantaisistes, oui, ça sera de l'impact carbone en plus. Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit à avoir du plaisir dans la vie, hein, mais voilà. Mais si on a des projets qui ont de l'impact, qui dépassent la consommation de l'IA, bah, on revient rebalancer tout ça. Donc, on revient toujours au cas d'usage, en fait. Que ça soit de l'IA ou un serveur Netflix. Voilà, donc moi, c'est ma vision des choses sur ce sujet. On pourrait presque parler de retour sur investissement comme on le fait dans un investissement d'une Oui. entreprise. Là, on a un investissement énergétique. Et après, on a peut-être des bons usages aussi enfin, je parle notamment au problème de santé. Si demain on dépense beaucoup d'énergie pour résoudre le cancer ou je ne sais quoi, bah, peut-être qu'on va se dire que c'est une bonne idée de mettre de l'énergie, énergie au Oui, sens large, hein. Bon. oui, exactement, exactement. Ouais. C'est vrai, ce retour sur investissement environnemental, il est intéressant. Ouais. C'est ça, en fait. On a une autre question sur l'effet rebond de ces solutions, Eh avec un oui, commentaire qui dit que l'effet rebond est très fort sur les solutions de l'IA. ah oui, alors l'effet de rebond, en effet, hein, alors je ne sais pas il est plus fort sur l'IA ou moins fort, ça, j'ai aucune donnée pour le dire, mais en tout cas, c'est certain qu'à chaque fois qu'il y a une révolution technologique, il y a, ce qu'on constate, c'est qu'il y a on a une technologie qu'on ne maîtrise pas totalement, donc qui va consommer énormément, qui n'est pas efficace et tout. Ensuite, on va la rendre de plus en plus performante, efficace, de plus en plus accessible, et on a un effet de rebond associé qui est quasi systématique. Donc oui, je pense que l'effet de rebond commence et qu'il sera là, et comme toute nouvelle technologie qui arrive. Donc oui, en effet, je suis d'accord sur l'effet de rebond. Et typiquement, Vincent complétait en disant, bah, dans le cadre de l'exemple que tu as pris sur le tri des cartes électroniques, donc certes, on va mieux les recycler, mais d'un autre côté, il faut qu'on équipe tous les opérateurs d'un smartphone. Et donc, du coup, on continue d'alimenter le problème, bon, effectivement. Oui, c'est ça. Alors c'est intéressant, ce matin, j'étais avec un industriel qui fabrique voilà, des systèmes d'aération pour le bâtiment, hein. On est en train d'implémenter un système d'automatisation qui permet de... Alors c'est impressionnant, alors c'est une ETI, ils ont comme facture 60 000 euros par an de fiches, de suivi industriel pour passer d'un OF à une commande et tout ça. 60 000 euros. Avec le système, alors oui, il y aura deux terminaux, oui, il y aura un smartphone, mais je pense que l'impact carbone sur ce sujet-là, il sera bien plus favorable. Ça, c'est certain. Maintenant, il ne sera pas tout le temps. Donc oui, l'effet de rebond, je pense qu'il sera là. Oui, je suis d'accord avec ça. Il sera. Une remarque et question d'Adrien qui dit ben, que effectivement, tu sembles vouloir limiter l'impact de l'IA à la seule consommation énergétique, mais qu'il y a quand même du matériel sur lequel l'IA tourne. Euh, donc, voilà, je Oui, ne sais pas si tu en as effet, un commentaire. en Ouais. effet. En fait, j'avais par exemple expliqué qu'il y avait des stratégies autour du matériel, par exemple des systèmes. En fait, j'ai donné l'exemple tout à l'heure des LLM. Aujourd'hui, en utilisant en comparaison de différents types d'algorithmies, il y a des algorithmes qui sont moins consommateurs, moins énergivores et donc qui demandent moindre de matériel, moins de GPU, moins de cœur de processeur. Donc, on peut travailler sur cet axe-là pour améliorer. Et moi, je m'attends bien dans quelques années qu'il y ait une sorte de norme ISO, de méthodologie, de comment faire du développement frugal de l'IA. On en entend de plus en plus parler, mais ça va arriver. L'approche, hein, juste un autre éclairage sur ces sujets-là.
Donc, Minalogic, on est au cœur du montage de projets ou de demandes de financement public, donc de projets aidés par l'État ou par les collectivités territoriales. Aujourd'hui, il n'y a pas, les projets ne sont plus financés, sauf à montrer qu'ils ne dégradent pas la situation, voire qu'ils l'améliorent. Donc, dit comme ça paraît facile. Voir le réel impact d'un projet numérique. Donc, la plupart des gens qui déposent un projet, ils disent, bah, c'est bon, je suis en France, j'ai un énergie mixte, et puis je suis dans le logiciel, donc voilà, ça ne coûte rien, ce qui est un raisonnement un peu court, on va dire. Mais déterminer l'impact d'un projet informatique aujourd'hui, il est très, très complexe, surtout si on veut englober effectivement le matériel. Mais je rejoins Faisal, aujourd'hui, on n'a pas ces métriques-là et on n'a pas le moyen de calculer ça, mais ça va arriver très, très, très rapidement, je pense. Un autre commentaire par rapport à l'IA inclusive ou accessible et puis l'IA sécurisée. Oui, très Effectivement, bien. dans Alors, un monde où le risque cyber prend toujours plus d'importance. oui, très très bien. Donc déjà, sur le premier point, l'IA inclusive et accessible. Alors, j'ai utilisé peut-être le terme inclusif déjà. Par exemple, on a un très très bel exemple avec l'entreprise ADTP qui est basée à Annecy. C'est une ESAT. Il y a environ 500 personnes. Donc une ESAT, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, c'est un centre de réinsertion professionnelle de personnes à handicap. Et en fait, on a mis en place un poste augmenté qui permet, grâce à un écran en face de l'opérateur, à l'aider à faire le montage de différentes pièces grâce à une IA qui reconnaît le positionnement, le tracking du mouvement des mains et reconnaît les pièces à assembler. Grâce à ça, en fait, ça réduit fortement la charge mentale des personnes pour la réinsertion professionnelle et ça a favorisé la réinsertion professionnelle de ces personnes en fait, qui stressaient de vouloir bien faire. Donc aujourd'hui, on a des projets qui permettent de la réinsertion professionnelle. On en a un deuxième que je peux citer qui est en cours, où on vient apporter des assistants à des personnes qui ne maîtrisent pas forcément bien la langue, mais qui ont de fortes compétences et des talents. Par exemple, des techniciens, des électriciens, électroniciens, voilà, qui connaissent mal le français. Et là, on a des systèmes IA qui permettent, voilà, en prenant une photo d'un d'un texte ou d'un ordre de fabrication, un ordre de commande, de faire une synthèse automatique de différents points de ce qu'ils doivent faire et traduit, si besoin, directement. Et cet assistant, en fait, en même temps, il apprend les écarts et les carences de compréhension de la langue de la personne pour ensuite adapter des formations spécifiques pour elle. Donc, euh, donc voilà, aujourd'hui, l'IA rend les choses beaucoup plus simples à des personnes qui avaient difficilement accès à des informations. Donc elle est inclusive et elle peut être beaucoup plus accessible que ce que peut être Internet aujourd'hui. Je vais citer deux exemples en plus de ceux que tu as donnés, parce que c'est des entreprises de la région. Il y a une région, pardon, une entreprise à Montbonneau qui s'appelle Ives, qui fait un avatar, et donc il y a beaucoup d'IA derrière, qui sait parler la langue des signes. Donc il sait reconnaître la langue des malentendants et des sourds et malentendants, et il sait également signer en réponse. Et donc quand on parle d'IA inclusive, bah, c'est un exemple. Et puis il y a une autre boîte à Lyon, je crois, dont j'ai oublié le nom malheureusement, qui fait un dispositif qui permet à un malvoyant de se repérer. Typiquement, il fait tomber ses clés, ben, il met un temps de dingue à les retrouver. Et ben là, son smartphone lui permet effectivement de localiser les objets et de dire bah, tu es à 2 mètres de tes clés, tu es à 3 mètres non, de tel objet, etc., etc. Donc l'IA sert également à ça. Une autre question intéressante pour prendre un arbitrage à faire éventuellement entre le volet environnemental et le volet inclusion-accessibilité. Et ils peuvent être antinomiques quelque part. Wow, une belle question. En fait, je pense qu'il faut gérer cet arbitrage par projet. On ne peut pas avoir une généralité. Je ne pense pas qu'on puisse généraliser. Il faut reprendre en compte le contexte. Par exemple, prenons le cas de l'inclusion des personnes en handicap à la réinsertion professionnelle. On pourrait se dire, ah bah non, je vais encore développer une IA, ça va consommer de l'énergie en plus, tant pis pour eux, ils fonctionneront comme ils ont fonctionné avant, même si je sais qu'il y aura un impact très fort favorable pour eux. On pourrait avoir cet arbitrage. Je pense que cet arbitrage, il ne doit pas être généralisé, il doit prendre en compte des circonstances beaucoup plus globales. Euh,
Moi, j'ai pas une réponse générale. Voilà. En fait, ça dépend toujours de l'état de conscience et on va dire sur oui, l'intérêt qu'on a derrière. Donc, mais j'ai pas de réponse générale. Je pense que c'est pas possible. Comme un investissement de start-up, hein, il se raisonne start-up par start-up et encore une fois, donc c'est vraiment un retour sur investissement. J'ai retrouvé le nom de l'entreprise en question là, qui s'appelle Orion. Et donc ils font effectivement cette solution d'aide aux malvoyants et non-voyants. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois plus de questions dans l'interface. Ouais, moi, j'ai une question. Je t'en Euh, prie. Oui. Est-ce que parmi vous, il y a des PME et des ETI qui ont intégré ou qui souhaitent intégrer des solutions IA dans leur activité? Vous pouvez mettre vos réponses dans la même interface, hein. On ne prendra pas ça comme des questions, mais du coup, des Oui, réponses. Je ne sais pas si c'est possible. Tu nous poses une colle, fais ça. Là. oui, voilà. Je Après, sais pas voilà. Moi, si je sais l'outil pas. permet de le faire, mais Ah oui, ah oui, parce que oui, je vois ce que tu veux dire. Bon, je sais pas, hein. bon, peu importe. L'idée, de toute façon, donc je pense qu'on te diffusera la liste des gens Oui, qui étaient oui, inscrits. Donc voilà. La présentation, enfin ta présentation a été enregistrée, tout notre échange a été enregistré. Il sera disponible sur les chaînes YouTube de Miaille et de Minalogic. oui. Donc voilà. Et puis s'il n'y a pas d'autres questions, oui, parce que on commence à avoir des remerciements. Ok, Donc je pense on est au bout de notre session. Merci beaucoup pour parfait. ton temps. Avec La plaisir. prochaine session de ce type de webinaire aura lieu le deuxième mardi de décembre. J'avais préparé la date, mais je ne l'ai plus sous les yeux. Ce sera le 8 décembre. Donc voilà, même lieu, même heure. Très bien. Merci beaucoup, bon Merci à week-end à tous. tous et puis à bientôt. Bonne journée, au revoir. Au revoir.